Eh ben, on va pouvoir démarrer cette table ronde. Les meilleurs sont avec nous pour cette belle fin de journée. Donc la table ronde, elle s'intitule autour des classes de découverte et des passerelles qu'on fera avec les classes dehors. Je suis Sandrine Pellens, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Je vais vous présenter nos invités. On a la chance d'avoir avec nous Pierre Menvré, juste à mes côtés, de la JPA, Jeunesse au plein air. Ensuite, on a Yasmine Boudjena, qui est première adjointe de Bagneux. Et puis, on a Laurent Gauthier, des CMEA, bien sûr, qui sont avec nous. On est un petit groupe, donc on va vous laisser aussi vraiment intervenir sur cette table ronde. On va avoir un propos en préambule pour présenter un peu les enjeux que nous avons cernés ensemble en préparant ce travail-là. Et bien sûr, on aura un temps d'échange. Sur les classes de découverte, si on parcourt un petit peu le développement des classes, on peut avoir à peu près 3 périodes. Entre les deux guerres, il y avait le démarrage des classes de découverte. Il se trouve que je suis de Metz, alors je suis un peu chauvine parce qu'il se trouve qu'une des premières classes s'est déroulée en Moselle. Donc ça me permet de faire un petit clin d'œil à la Moselle. Et moi, dans mon département, vous voyez, il fallait emmener les gamins à la mer et à la montagne, quoi, en fait. C'était ça un peu la découverte. Il y avait un objectif aussi sanitaire au début, entre les deux guerres. Ensuite, on a eu la large période où l'éducation populaire et les associations complémentaires de l'école se sont emparées des classes de découverte parce que c'était un objet pour un outil d'éducation populaire pour travailler sur l'égalité des chances. Et là, il y a eu de manière très exponentielle un grand développement des classes de découverte. Et puis, depuis les années 90, on a des difficultés, des freins qui sont apparus sur le développement des classes de découverte. Et aujourd'hui, ce qui est important dans cette table ronde, c'est de percevoir finalement quels sont les enjeux contemporains autour des classes de découverte et quels liens on fait avec les classes dehors. Voilà, c'est ce que je vous propose d'aborder. Et je vais tout de suite laisser la parole à Pierre pour nous faire un retour sur des éléments d'évaluation quantitatifs et pédagogiques. Merci Pierre. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pierre Menvré, je suis chargé de plaidoyer école pour Jeunesse au plein air. Et donc, je vais vous parler d'un dispositif qui est Ma classe en voyage, qui est donc un dispositif qui consiste à aider des enseignants dans leur construction de leur classe de découverte. C'est une aide financière, donc il y a différents critères. Aujourd'hui, on aide plus de 40 000 enfants à partir en classe de découverte grâce à cette aide financière. Et ces critères sont donc liés au nombre de nuitées, au lieu de séjour, donc dans l'Union européenne, ainsi qu'au coefficient familial des familles. Et du coup, cette aide elle est aussi maximale pour les établissements scolaires qui sont situés en quartier prioritaire de la ville ou dans une commune de moins de 2000 habitants. Et grâce à cette plateforme des aides, les enseignants, à la fin de leur séjour, complètent un questionnaire, un bilan pédagogique qui nous permet d'extraire des données sur l'impact de ces classes de découverte. Et donc ces données, elles sont organisées en 4 points. Donc tout d'abord les objectifs de la classe de découverte, ensuite le lien avec le socle commun de connaissances et de compétences et de culture, les compétences psychosociales et le suivi après la classe de découverte. Donc pour vous présenter un peu ces chiffres, comment ils s'organisent, donc sur les objectifs de la classe de découverte, 82% des enseignants déclarent que les objectifs étaient de développer des compétences sociales et relationnelles, et 31% l'enrichissement culturel et intellectuel, et 57% le développement du physique et le bien-être. Sachant que c'est un questionnaire à choix multiples, il n'y a pas forcément de critères qui ressortent en particulier, si ce n'est celui du développement des compétences sociales et relationnelles. Concernant l'amélioration du socle commun dans cette classe de découverte, 98% des enseignants déclarent que ça a une amélioration du socle commun, et particulièrement sur la représentation du monde et de l'activité humaine. 50% des enseignants le déclarent, et 45% sur les langages pour penser et communiquer.
Et 99% des enseignants déclarent que la classe de découverte a eu une influence sur les compétences psychosociales des élèves. Alors, sur quelles compétences psychosociales? Donc, sur les compétences cognitives, avec sur 52% sur une connaissance de soi et sur 40% sur la capacité à atteindre ses buts. Ce qui ressort aussi, c'est la capacité à gérer ses impulsions. Sur les compétences émotionnelles, c'est donc à 34% identifier ses émotions et son stress, à 67% gérer ses émotions et à 33% exprimer ses émotions de façon positive. Sur les compétences psychosociales, donc assez logiquement, c'est développer des liens sociaux, et développer une capacité d'écoute empathique aussi à 33%. Parmi les enseignants qui ont répondu au questionnaire, donc 92% des enseignants déclarent un changement durable dans le comportement ou dans le bien-être des élèves, sachant que ces changements durables s'exercent principalement sur l'ouverture aux autres et sur le respect de soi et d'autrui. Donc à 52% pour l'ouverture aux autres et à 44% sur le respect de soi et d'autrui. Et sur les enseignants déclarent un impact positif dans la dynamique de classe sur les thématiques suivantes. Donc le climat de classe à 52% et l'engagement et la motivation à 44%. Et aussi une meilleure collaboration et coopération entre les élèves à 61%. Donc les enseignants déclarent que cette activité a eu à 71% un impact très positif sur les élèves. Donc voilà un peu sur les résultats qu'on a pu obtenir grâce à cette plateforme. C'est c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. On n'a pas forcément développé un lien entre, pour le moment, étudier les chiffres en fonction de si c'est en école élémentaire ou en collège, ou si c'est un séjour en classe de mer ou en classe de ville. Ce sera affiné par la suite. Merci Pierre. Eh ben, tu peux prendre la suite. On va plus parler maintenant. Alors là, bien sûr, il y a consensus, j'imagine, dans les propos de Pierre, puisque ça, finalement, on met en avant ce qu'on ressent bien. Les effets positifs des classes de découverte sont largement reconnus par l'ensemble des acteurs, que ce soit parents, enseignants, enfants. Quel lien on peut faire aujourd'hui entre les classes dehors et les classes de découverte? Eh ben, c'est à toi. Là, c'est mieux, voilà. Bonsoir, bonjour, merci Sandrine. Donc oui, moi je suis Laurent Gauthier, je travaille au CMEA comme responsable national de l'axe dans et avec l'école. Et au CMEA, même si on n'est pas organisateur de classes de découverte, on travaille beaucoup sur la formation et sur l'éducation au sens large de tous les instants, puisque ce soit qu'un enfant n'est pas qu'un élève, donc les autres temps sont aussi intéressants et à prendre en considération, et aussi sur le travail là, de la continuité éducative. Donc pour faire le lien entre classe de découverte et classe dehors, parce que des fois on pourrait dire que l'un se substitue à l'autre, il est pour nous hors de question que ce soit le cas, c'est bien une complémentarité. C'est dans les deux cas un moment pour découvrir autre chose, un environnement différent, qu'il soit proche ou plus lointain. C'est une recherche d'altérité, c'est la construction de projets différents que ceux qu'on peut mettre en classe, et donc l'un peut servir l'autre. On a quelques témoignages de collègues qui faisaient des classes de découverte depuis longtemps, puisque c'était financé par la collectivité, par la ville, c'était un cadre sécurisant qui plaisait aux parents. Pour les enseignants, ils y voyaient beaucoup d'avantages, c'était des choses prises en charge, des activités prévues, c'était des choses qui leur convenaient et qu'elles trouvaient que c'était assez facile puisqu'il y avait une bonne prise en charge de cette classe de découverte. Et quand elles ont découvert qu'il y avait aussi un autre regard sur l'enfant et que leur posture éducative en tant qu'enseignant avait un peu changé, que la relation avec les élèves avait changé, que ça avait permis de nouer d'autres liens avec les parents, elles se sont dit c'est aussi dommage de n'avoir fait que cette classe de découverte qu'une semaine ou 10 jours et de ne pas régulièrement aller aussi découvrir des choses plus proches de nous dans notre environnement. Et donc c'est des collègues qui se sont mis après à faire classe dehors. Et puis, à l'inverse, on a des collègues qui font depuis quelques années classe dehors avec des projets assez proches de leur école. On nouait des contacts avec les parents pour les accompagner en sortie, mais se sont vite aperçus que
les projets étaient parfois un peu limités, qui ne pouvaient pas être sur la durée, la longueur, et que la découverte était pas aussi riche que si on pouvait aller ailleurs. Et donc ça les a incités à essayer de monter un projet de classe de découverte, être accompagnés par leur collectivité pour pouvoir aller faire quelque chose de plus loin, découvrir un autre ailleurs, plus longtemps. Et les choses, c'est là en soi qu'elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, parce qu'on développe les classes de découverte, on dise qu'il n'y a pas besoin de faire classe dehors, ou qu'on dise on fait classe dehors, il n'y a pas besoin de faire les classes de découverte, puisque les objectifs ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. L'avantage d'une classe de découverte, c'est aussi la rupture et la relation avec les parents. Et que le fait que des enfants apprennent à se séparer de leurs parents, et je dirais même surtout que les parents apprennent à se séparer de leurs enfants, parce que c'est souvent là la difficulté, c'est absolument nécessaire dans la construction, dans l'autonomie et le développement de l'enfant. Donc ça, les classes de découverte, ça, rien ne peut remplacer que ça, à condition qu'il y ait aussi des classes de découverte avec une nuitée. Parce qu'on voit aussi une tendance aujourd'hui, des classes de découverte qui sont 4 jours, mais où tous les enfants rentrent le soir à l'école et repartent le lendemain ailleurs. Donc ça, c'est pas exactement la même chose. Donc nous, on plaide vraiment pour une classe de découverte avec une nuitée pour découvrir autre chose, une séparation, une continuité. Et aussi, ça permet aux enfants, dans un cadre sécurisé, avec leurs copains de classe qu'ils connaissent, avec leurs enseignants, les animateurs qu'ils connaissent, de partir dans un environnement sécurisé. Les parents, ça les rassure aussi, et on s'aperçoit que dans des études qui ont été faites un peu, que des enfants qui partent en classe de découverte partent après beaucoup plus facilement en centre de vacances l'été, puisqu'ils ont déjà franchi le pas, et les parents, de dire on peut partir, on n'a pas peur, c'est intéressant, c'est éducatif et c'est bien. Donc du coup, cette nécessité des classes de découverte permet aussi ça. Donc ça, c'était les premiers points sur lesquels je voulais intervenir, puis on reviendra après sur d'autres choses. Merci Laurent. Tu me fais penser à une chose, donc partir en classe, partir en colo, devenir animateur, s'engager. C'est un beau parcours de l'engagement que tu nous suggères là. Et il y a un autre parcours que tu nous suggères, c'est je sors avec ma classe, je pars en classe, mais inversement, je pars en classe, je sors dehors. Donc vous voyez, c'est des parcours qui amènent un prolongement dans un sens ou dans un autre sens. Malgré tous ces bienfaits, Yasmine, eh ben, il faut une ambition politique pour encourager les classes de découverte. Comment une collectivité place les classes de découverte dans son ambition, et puis quels freins finalement les élus lèvent dans la commune de Bagneux pour faire découvrir ces classes de découverte et les classes dehors. Celui-ci. Merci. Merci beaucoup d'avoir, dans ces rencontres internationales, placé la classe de découverte en tant que telle dans un débat et de le mettre en articulation avec la classe dehors. Donc, avant d'essayer de répondre à votre question, donc en effet, moi, je suis une élue locale, je suis chargée de l'éducation dans ma ville, qui est une ville dite de banlieue de la région parisienne. Et je suis aussi présidente d'une association intercommunale parce que justement, heureusement qu'il y a encore des collectivités, même avec des difficultés financières importantes, je ne vous fais pas de discours, qui pensent que l'éducation au dehors, et les classes de découverte en particulier, c'est un élément fondamental de l'éducation de l'enfant. Et que pour ça, elles inscrivent dans leur politique éducative, dans leur choix budgétaire aussi, je vais en dire un mot après, mais aussi dans leur dynamique collective. Voilà, dans cette association, on s'est regroupés pour échanger sur ces questions et pour aussi mettre en commun nos patrimoines quand on a encore des centres de vacances et pour concrétiser ces séjours, parce qu'il faut passer du rêve aussi à la réalité. Heureusement qu'il y a des organismes d'éducation populaire pour permettre aux enseignants de partir en classe de découverte. J'avais envie de préciser qu'il me semble que le fondateur, entre guillemets, des classes de découverte, en tout cas je l'ai entendu par un universitaire, c'est M. Scherman, un Allemand, qui est le fondateur des auberges de jeunesse, mais qui a un peu créé les classes de découverte dans le sens où en fait il faisait de l'éducation au dehors, il emmenait ses élèves au dehors jusqu'à faire une ou deux nuitées sous la tente au départ parce qu'il pensait intéressant de ne pas juste revenir le soir même. Et puis un jour il y a eu un orage.
il s'est fait héberger dans l'école d'un collègue qui était à côté. Et voilà, et on a créé, enfin, il a imaginé cette dynamique. Donc finalement, le lien avec l'école dehors, elle est dès le départ finalement avec la philosophie de la classe de découverte. Je voulais ajouter un élément aussi, c'est que moi, je vois les bienfaits dans ma commune des classes dites d'automne. C'est-à-dire que tous les bienfaits que vous avez expliqués avec les pourcentages, etc., de satisfaction, et notamment les enseignants qui voient les changements de comportement des enfants, bah, plus c'est fait tôt dans l'année et plus ils peuvent utiliser les bienfaits tout au long de l'année. Et même si ce n'est pas toujours très simple pour les enseignants, parce que c'est très vite après la rentrée, nous, on a 2 écoles, par exemple, dans ma ville, qui ont pris l'habitude maintenant de partir dès le mois d'octobre. Donc du coup, bah, y a quelque chose qui s'est installé. Et parce que le binôme d'enseignants, c'est deux classes à chaque fois qui partent ensemble dans chacune des écoles, elles voient le bienfait tout au long de l'année et elles n'ont pas envie de partir au printemps ou au mois de juin, même si c'est très bien aussi de partir au printemps ou au mois de juin. Et puis les centres de vacances, bah, voilà, il faut aussi pouvoir avoir de la place pour accueillir. Mais je voulais juste ajouter cet élément. Je voulais dire que pour répondre à votre question sur l'intérêt qu'on y voit, nous, dans les collectivités, en tout cas engagées sur les questions éducatives, c'est la complémentarité avec, comme on dit pompeusement, les autres temps de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, ce n'est pas simplement un élève, ou un élève, ce n'est pas simplement un enfant. Il arrive le matin à l'école, avant l'école, des fois. Il y a le temps du midi aussi, il y a le temps du soir, il y a le mercredi, il y a les vacances scolaires. Et donc, il y a une complémentarité réelle avec le fait que, comme vous le disiez aussi, nous, on voit cette dynamique d'inscription en colo d'enfants dont les parents ont été quelque part rassurés. La classe de découverte s'est très bien passée. L'enfant lui-même dit « j'ai envie de repartir ». Et donc voilà, on a vraiment intérêt à ce qu'il y ait cette synergie. Pour donner ma petite expérience, donc, ce qui se passe à Bagneux, donc c'est une ville de 45 000 habitants environ. Nous, on a inscrit dans notre PEDT, notre programme éducatif territorial, les classes de découverte, ça fait partie des orientations avec une enveloppe budgétaire très importante. C'est environ 400 000 € par an qui sont consacrés, sans compter les transports parfois, mais qu'on paye quand même, mais dans une autre enveloppe. Dédiée aux classes de découverte. On a une petite exigence vis-à-vis des enseignants, c'est que pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, comme j'ai l'habitude de leur dire, on veut vraiment que tous les enfants partent au moins une fois dans leur scolarité. Donc la toute petite exigence, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, c'est de demander que ça soit toujours le même niveau qui partent. Avant le Covid, on s'était mis d'accord avec l'Éducation nationale depuis des années, c'était les CE2. Ça s'était très très bien passé. Avec le Covid, j'imagine que peut-être les uns et les autres qui sont ici, vous avez ce type d'expérience. Ça n'a pas été facile de relancer la machine. Et puis, il y a quelques enseignants, notamment des nouveaux, ou certains un peu craintifs, et donc laissant la place à des enseignants d'autres niveaux, peut-être plus avenants sur les classes de découverte. Ils ont essayé de nous dire, bah oui, mais peut-être revenir sur cette histoire de niveau. Il faut surtout que ça soit l'enseignant qui a envie de partir. Il faut qu'il y ait un projet pédagogique, tout ça. Pour dire les choses clairement, on a tenu bon, pas qu'on est contre la liberté pédagogique des enseignants, bien au contraire, mais parce que quelque part on finance, donc on estime qu'on a aussi quelque chose en commun à décider ensemble, et que la question de faire partir tous les enfants, c'est un objectif qu'on doit avoir en commun en fait. Et la première année après Covid, on a un peu ramé. Toutes les écoles ne sont pas reparties. Et puis on a discuté, on a laissé une souplesse. On a dit OK, pendant 2 ans, finalement, il y a des CE2 qui ne sont pas partis. On vous laisse la liberté. S'il y en a qui veulent que ça soit les CM1, d'autres les CM2, ex-CE2 finalement, pas de souci, mais vous choisissez dans l'école, vous choisissez votre niveau et vous vous y tenez. Du coup, là maintenant, on a toujours soit des CE2, soit des CM1, soit des CM2, mais par école. Et c'est extrêmement stimulant maintenant. Depuis 2 ans, toutes les écoles repartent. C'est quand même entre 23 et 25 classes par an. C'est environ 20% des élèves, des effectifs de toute la ville. C'est vraiment pas négligeable. Et ce que je mesure, c'est que ça crée de la motivation chez les enseignants. J'ai peut-être terminé là-dessus pour vous laisser rebondir.
Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, et ce sur quoi il faut vraiment collectivement on soit les plus, rassurants, bienveillants et incitatifs, c'est que c'est pas facile pour un enseignant de décider de partir en classe de découverte. D'abord parce qu'il y a des générations d'enseignants actuels qui eux-mêmes ne sont pas partis quand ils étaient élèves, qui ont à gérer des choses diverses et variées, sans parler des problématiques de non-remplacement de leurs collègues dans l'école. Donc voilà, c'est un engagement extrêmement important et donc les rassurer, leur dire qu'on va les soutenir, travailler, enfin faire les dossiers avec eux. Nous, c'est ce qu'on fait avec VVL, la simplification administrative. On s'occupe de, voilà, en fonction de leurs vœux, on leur organise le séjour et qu'ils voient que ça marche. Et ben, ça a créé d'autres vocations et donc on a quelques autres classes en autogéré, comme on dit, donc pas financées directement par la commune. On leur donne un petit coup de pouce sur un projet où on leur paye un peu de transport. C'est souvent beaucoup plus court, c'est 2 ou 3 nuits, alors que nos classes de découverte, c'est entre 7 et 10 jours. Mais voilà, donc du coup, il y a même encore plus d'enfants qui partent finalement dans la ville et c'est vraiment extrêmement apprécié par les parents. Et ça rassure aussi les parents parce que la reprise du Covid, ça n'a pas été simple aussi avec certains parents. Mais le fait qu'ils sachent que l'année dernière, toute la classe du niveau dans lequel maintenant et leurs enfants sont partis, et puis les gens, ils se parlent au bout d'un moment. Voilà. Merci de ce retour-là. On sent bien quels sont les leviers. Pour autant, on discutait tout à l'heure et on se disait, il y a quelques années, on partait 3 semaines et aujourd'hui, on part 3 jours. Donc, les freins, ils sont réels. Les 2 freins qui sont souvent suggérés, vous l'avez dit, c'est le frein financier du départ. Et puis, l'engagement de l'enseignant, est-ce que ça dépend beaucoup de la volonté propre de l'enseignant et comment en fait on pourrait encourager les enseignants à partir et à lever ces freins. Et je voulais aborder, vous dire qu'une députée porte une proposition de loi, c'est Émilie Bonivard, qui porte une proposition de loi qui est déjà passée à l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui au Sénat. Alors on espère que ça va sortir des tiroirs. En tout cas, il faudra qu'on pousse et qu'on soit là, notamment l'ensemble des mouvements d'éducation populaire, parce qu'on porte cette ambition depuis de très nombreuses années avec nos amis des CMEA, les Francas, la Ligue de l'enseignement, etc., la JPA derrière. En fait, on est très nombreux. Dans cette proposition de loi, il y a une enveloppe financière, certes, qui est pas très ambitieuse, mais qui est le démarrage d'une politique publique. Est-ce que les classes de découverte sont une politique publique ? Et puis, il y a une indemnité pour encourager les enseignants à partir en classe de découverte, parce que c'est vrai que c'est un engagement qui va au-delà qui est lourd, en fait, en termes de responsabilité et d'organisation administrative. Est-ce que vous voulez réagir, Yasmine, par rapport à ça? Je sais que vous avez suivi cette proposition de loi. Merci. Et puis, je laisse librement Laurent et Pierre intervenir. Oui, je veux bien. En effet, j'ai été auditionnée par la députée pour représenter le réseau des villes éducatrices. Donc c'est une députée de Savoie qui elle racontait comme anecdote que quand elle était elle-même enfant, son papa était moniteur de ski et chaque année, elle était extrêmement marquée par les petits Parisiens notamment, ou les petits urbains d'une manière générale qui venaient faire du ski pendant la classe de découverte et à la fin, elle allait remettre la médaille avec son papa. Et comme députée aujourd'hui d'un territoire qui s'interroge un peu aussi sur son avenir, la montagne, elle voit vraiment tout l'intérêt que ce type de séjour, donc qu'en gros la montagne ne soit pas uniquement pour des privilégiés très riches qui remplissent pas qui font pas vivre toute l'économie d'un territoire et pas tout le temps et pas toute l'année. Donc elle voit tout l'intérêt de ce type de séjour. Donc en effet, je me suis replongée dedans pour donner quelques éléments précis. Vous l'avez un petit peu dit, mais l'intérêt de cette proposition de loi qui est pour la relance des classes de découverte, c'est comme ça que ça s'intitule, donc a été adopté à la quasi-unanimité en février 2024, donc est aujourd'hui dans les tiroirs du Sénat et dont on va tout faire. Voilà, on est en train de s'adresser à tous les groupes au Sénat. On va organiser sans doute dans le second semestre un événement aussi sur place pour essayer que le Sénat se saisisse de ce rapport, l'adopte et pour qu'il aille au bout.
Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pour inciter les enseignants avec plusieurs mesures extrêmement concrètes, au-delà de faire inscrire dans le code de l'éducation finalement l'obligation à ce que chaque enfant, chaque écolier puisse partir au moins une fois dans sa scolarité. Même je cite, il serait indiqué dans le code de l'éducation que chaque année, dans les écoles et établissements publics, la communauté éducative est informée des conditions d'organisation des séjours et voyages scolaires et bénéficie d'un accompagnement, je vais y arriver, pour garantir leur mise en œuvre. Il y a aussi l'idée de sensibiliser les futurs enseignants tout au long de leur parcours de formation. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, qui seraient extrêmement structurants, avec une obligation quelque part pour le ministère de l'Éducation nationale à prendre des mesures pour ça. Et donc, en termes d'aide et de dispositifs concrets, l'idée de ce projet de loi, c'est de créer un fonds national. Il avait même été évoqué au moment où c'est passé à l'Assemblée nationale un montant de 3 millions d'euros qui aurait pu être dans la loi de finances 2024 ou 2025 en fonction de si le projet de loi avait été au bout à ce moment-là, qui aurait permis donc qu'il y ait une aide accordée à chaque classe qui parte avec une durée minimum de 2 nuitées, pardon. Donc vous voyez, c'est très minimaliste dans le sens où ça peut permettre vraiment à beaucoup de séjours de pouvoir se monter avec un montant qui serait variable en fonction du nombre de nuitées, bien sûr. L'obligation qu'il y ait un cofinancement avec des collectivités territoriales, donc c'est aussi le moyen pour les endroits, tout à l'heure je donnais les montants sur une ville comme la mienne, mais avec la baisse des dotations et avec le transfert de compétences dans plein de domaines, et sans transfert de budget, il y a beaucoup de villes qui sont obligées de réduire ces enveloppes-là. Donc, ce type d'aide et de cofinancement pourrait vraiment contribuer à ce qu'on n'arrête pas ces dispositifs et même à ce qu'on puisse les développer. Et puis, troisième chose importante, c'est qu'il y aura une indemnité pour l'enseignant lui-même, parce qu'on sait que c'est important aussi, dans les freins au départ, les enseignants qui sont parmi les moins bien payés d'Europe, faut le dire aussi clairement. Et ils sont aussi en demande qu'on les soutienne. Parfois, ils ont besoin de faire garder leurs enfants pendant qu'ils ne sont pas là ou des choses comme ça, des choses extrêmement concrètes. Et donc, voilà, il y aurait aussi une indemnité pour les enseignants, même une possibilité pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est aussi un sujet important de pouvoir faire partir tous les enfants. Je voulais rebondir un peu là-dessus, parce que c'est quand j'ai passé mon concours de professeur des écoles, j'avais fait un petit dossier mémoire sur les classes de découverte, et j'avais interviewé Béatrice Pavie, qui à l'époque était députée UMP, qui avait fait un rapport sur les classes de découverte pour Jean-Pierre Raffarin, qui disait pas exactement la même chose que là, mais qui faisait les mêmes constats et qui avait comme conclusion qu'il faudrait inscrire dans la loi l'obligation que chaque enfant dans sa scolarité d'école primaire parte en classe de découverte et qu'au collège ou au lycée, il puisse bénéficier d'un séjour linguistique éventuellement à l'étranger. Évidemment, ce rapport-là est tombé dans les oubliettes et le rapport. Espérons que celui-ci, porté différemment par plusieurs députés, qui a déjà franchi l'Assemblée nationale, arrive bien au Sénat et qu'on n'aboutisse pas aux mêmes conclusions qu'il y a 20 ans. Et juste un petit mot après, avant de donner la parole et puis vous la donner aussi, sur l'articulation aussi classe dehors et classe de découverte, c'est l'importance du pluri-acteur, c'est-à-dire ça concerne à la fois les enseignants, mais aussi, on a bien dit, la nécessité d'accompagnement des parents ou de travailler avec eux, et de travailler aussi avec des associations complémentaires de l'école, que ce soit sur des fois des projets classe de découverte, des associations connues et reconnues et financées aussi par le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit des associations découvertes de l'environnement, et d'être vigilant à ce que certains qui font du tourisme commercial ou se servent des classes de découverte pour nous faire des classes au Puy du Fou, des classes Disneyland ou des séjours linguistiques aux États-Unis, et que l'aspect pédagogique soit complètement accessoire et que dans ces projets-là, certains y gagnent, mais d'autres financent, quoi. Donc ça, cette vigilance-là, elle est importante. Et notre rôle, nous, aux associations-là, avec les collectivités, c'est bien d'être vigilants à cela, quoi. Oui, tout à fait. Ton alerte est précieuse parce que
parfois, quand on a répondu aux enseignants dans le champ de l'éducation populaire, effectivement, on a développé des programmes d'activité, mais derrière ça, ce n'est pas un prestataire d'activité qu'on cherche, c'est vraiment la découverte du monde, la découverte de notre environnement. Et c'est bien qu'on puisse identifier dans les associations à but non lucratif un projet éducatif de citoyenneté qui est très fort. Il faut savoir faire la distinction. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, l'éducation populaire a à se repositionner encore davantage sur comment on va vivre ensemble un monde commun sur cette belle planète. C'est peut-être ça aussi le projet fort des classes de découverte. Peut-être qu'on vous laisse la parole. Merci. Oui. Donc, moi, je suis membre fondateur d'une association d'éducation à l'environnement dans les Bouches-du-Rhône, le Loup Batas. Vous avez un article dans le supplément de la Marseillaise, là, le dinosaure provençal, c'est moi, où justement, à la suite des grands feux de forêt qui avaient eu lieu en 1979, on a voulu créer une association de protection de la forêt. Et très rapidement, comme on était quelques enseignants et éducateurs, on s'est orienté vers la création d'un centre d'accueil pour organiser principalement des classes de découverte et des classes forêt. Et donc on a réussi à le faire, ça a été une bagarre de longues années. Et là où je voudrais rebondir avec ce que vous venez de dire à la fin, c'est qu'il y a le risque effectivement de séjours clés en main. Alors moi j'irais même plus loin que simplement Puy du Fou ou Disneyland. Il y a aussi des projets où les enseignants viennent, ils sont complètement pris en charge et et tout est pris en charge à l'avance et le programme est toujours le même et c'est toujours pareil. Et donc nous, au Loup Batas, à Pérols, on essaye. Alors c'est sûr que c'est plus facile dans un séjour d'au moins 5 jours et de travailler en pédagogie de projet quand les enseignants sont prêts à le faire. Ça veut dire qu'il faut que l'enseignant accepte de dire que les enfants, à partir de leur curiosité, des questions qui vont se poser, de l'immersion, vont arriver à chercher par eux-mêmes et que l'enseignant, sur certains sujets, je ne sais pas si les enfants posent des questions sur les fourmis, sur l'eau dans la colline, etc., sur tout un tas de sujets, parce qu'en immersion, ils auront vu des tas de choses qui ne concernent pas que le vivant, et pas que la nature, entre guillemets, mais aussi la vie des hommes dans la colline, etc. Du coup, l'enseignant, il faut qu'il accepte de dire qu'il n'est pas plus compétent que les enfants sur ce sujet-là, mais par contre, il peut les aider à chercher. Et puis nous, donc, on a une équipe d'éducateurs à l'environnement qui sont des vrais professionnels, qui sont formés pour ça, et qui sont dans cette dynamique d'aider les enseignants et d'aider les enfants à chercher par eux-mêmes. Et ce qui marche vraiment bien, c'est ce que je mets dans l'article, mais je ne vais pas être trop long, c'est qu'en pédagogie de projet, moi j'ai vu des trucs extraordinaires, c'est-à-dire que des gosses, même à partir de 4-5 ans, peuvent travailler en pédagogie de projet, et après ils font des restitutions, mais pas simplement faire un exposé, quoi. Ça peut être des sketchs, ça peut être un jeu éducatif qu'ils vont inventer, ça peut être, etc. Ils vont restituer à leurs pairs ce qu'ils ont découvert. Et ils vont répondre à la question à la fin. Et là, je peux vous dire que ça crée des trucs extraordinaires. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des trucs, j'étais baba, quoi. Et les enseignants eux-mêmes, ils étaient baba. Et donc, il y a un truc important que vous n'avez pas dit, c'est que c'est aussi apprendre à travailler en équipe. Et ça, c'est tellement essentiel et à coopérer. Hein, c'est tellement essentiel. Et pas simplement... aller dans la nature, etc. Bon, alors je sais bien que les CMA le font, etc. Et d'autres associations d'éducation populaire, la Ligue d'enseignement le fait aussi, au moins à certains endroits. Voilà. Mais évitons les séjours répétitifs où les gens ils savent que le lundi, il y aura telle sortie, le mardi, il y aura ça, le mercredi, il y aura ça. Voilà. Et si on peut se bagarrer aussi pour défendre la pédagogie de projet, parce que là, moi je peux vous dire... Pour conclure, c'est que chaque année, nous, on a reçu des dizaines de milliers de gamins au séjour éducatif. Depuis 87, on fait des séjours de classe de découverte et sous-tente les premiers. Chaque année, je rencontre 2 ou 3 personnes qui me disent « Moi, j'ai fait un séjour, mon fils a fait un séjour, il m'en parle encore. Voilà ce que ça a changé dans sa vie, etc. » Ce qui prouve bien qu'on fait quelque chose d'utile
socialement et environnementalement à la fois. Voilà. Mais il faut se bagarrer, effectivement, et la formation est nécessaire et indispensable aussi pour... Merci vraiment pour ce témoignage enthousiasmant. C'est aussi ça qu'il nous faut, une parole enthousiasmante pour dire que on a des projets qui sont fabuleux. Il y a le travail en équipe. Tu voulais réagir, Laurent, je vais te laisser le faire. Et il y a quand même la singularité des classes de découverte et la vie en collectivité. On le dit, c'est un peu banalisé dans nos propos. Mais quand aujourd'hui il y a des difficultés de gestion de classe, de vie de classe, on le sent hein, dans les propos des enseignants, les retours sont extrêmement forts sur l'amélioration de la vie de classe après un séjour. Et ça, c'est tout ce qu'on apprend dans la vie collective. On le dit trop banalement, il faudrait qu'on arrive à trouver un slogan enthousiasmant derrière ça. Laurent, vas-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez là sur l'importance de la vie collective, de la coopération. Et trop souvent, quand il y a des projets de cas de découverte où tout est rempli comme un emploi du temps de classe, et alors que le plus important des fois de cas de découverte, c'est tous les temps informels, tout ce qui est la vie quotidienne, la gestion du repas, la toilette, tout ce qui se passe, plein de choses, et comment on apprend à travailler ensemble et à découvrir. Et puis, un point commun que je fais aussi en rebondissant là-dessus, entre classe de découverte et classe dehors, c'est la nécessité de changement de posture éducative de l'enseignant. Si l'enseignant, il emmène les enfants découvrir dehors et qu'il pense que lui, en classe, il fait découvrir des choses, mais il a déjà les réponses. Il pose des questions aux élèves, il a les réponses, il a déjà tout cadré. Et il ne prend pas de risque, l'enseignant. Et que là, il faut qu'il fasse un peu de lâcher prise, qu'il prenne des risques, aller dans un environnement qu'il ne connaît pas lui-même, et que si les enfants repartent avec plus de questions que de réponses, ce n'est pas grave. On trouvera les réponses plus tard, autrement ailleurs, et donc ça se travaille aussi. Et donc c'est un petit peu ça aussi que les associations, des fois, quand on les prépare, en tout cas nous au CMEA, on essaye là-dessus de les préparer aux classes de découverte, c'est aussi à ce changement nécessaire de posture éducative. Mais dans la classe dehors au quotidien, enfin hebdomadaire peut-être, ou un peu plus, c'est la même chose. Si on veut faire des maths dehors et qu'on refait dans la forêt la même chose et que ce qu'on fait en classe et qu'on ne laisse pas de place à découvrir l'inconnu, un enfant qui trouve quelque chose et qu'on s'adapte et qu'on arrête de faire ce qu'on a prévu pour prendre le temps de découvrir et faire autre chose, on passe à côté de sa mission. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait encore intervenir? Là, je vois une prise de parole. Oui, bonjour. Moi, je suis Néjette Med de la direction d'éducation Ville de Lyon. Moi, j'ai une question. J'aurais bien aimé vous entendre notamment sur la question de la classe de découverte ou de la classe dehors comme levier aussi de lutte contre les inégalités sociales. Parce qu'en fait, on sait que, effectivement, en dehors du fait que ça puisse permettre l'un comme l'autre à des enfants qui n'y ont pas accès dans leur vie quotidienne de pouvoir aller à l'extérieur, etc. On sait aussi que dans les apprentissages même qui se font sur ces moments-là dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, on sait que c'est pas nécessairement, c'est pas les mêmes savoirs qui sont mis en avant, qui sont valorisés à l'extérieur. C'est pas les savoirs académiques, c'est voilà, et qui peuvent aussi être découverts par les enfants eux-mêmes et aussi par les enseignants sur les enfants, parce que voilà, il y a ce sujet-là. Il y a aussi le sujet du fait que à l'extérieur, on sait que le costume social, il n'a plus tellement sa place, parce qu'au moment où il faut porter un rondin ensemble, le sujet du costume social est un peu effacé. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir votre retour là-dessus, parce que je sais que c'est un sujet important. Merci. Vas-y, Pierre. Oui, donc du côté de JPA, on a donc dans nos critères d'aide directement intégré cet aspect. C'est-à-dire qu'un établissement scolaire situé en QPV aura une aide nettement supérieure par rapport à un autre établissement. Et c'est la même chose pour un établissement scolaire situé dans une commune de moins de 2000 habitants. Donc l'idée étant d'essayer d'encourager les enseignants qui sont situés dans ce type d'établissement à se lancer dans la construction d'une classe de découverte. Donc voilà, de manière assez succincte. Dans la question des inégalités, il y en a plusieurs. Il y a l'accès financier, c'est ce que vient d'évoquer Pierre de la GPA, mais il y a aussi l'inégalité culturelle qu'il faut aborder derrière ça, parce que je sais pas, partir à la neige, c'est réservé quand même à une partie de la population, faut le dire, même si
la neige peut nous poser des questions climatiques, etc. Je prends cet exemple parce que c'est le plus flagrant. C'est peut-être pas celui d'avenir, on va dire. Mais partir à la mer aussi, c'est pareil, quoi. Et donc, sur les inégalités culturelles, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que déjà, il y a le rapport au départ et selon les communautés de parents, c'est quand même plus ou moins difficile de partir. Moi, j'ai l'expérience d'œuvrer dans un quartier, dans un centre social, en plein cœur d'un quartier QPV. Et quand on a levé les freins financiers, parce qu'on les a trouvés, eh ben, ça ne marchait pas, il a fallu aller sur les inégalités culturelles. Parce que c'est pas compris de la même manière, de la place de parents qu'on est, de quel endroit, de quelle culture on a. Et donc, il y a tout un travail pédagogique d'expliquer le départ, en fait. Ça, c'est extrêmement... et ça, c'est un travail qui est au cas par cas, minutieux. Et souvent, c'est là que la communauté éducative peut jouer le jeu, parce que l'animateur ou la référente famille du centre social, elle va pouvoir lever des freins que l'enseignant ne pourra pas lever, parce qu'il y a des choses que l'école n'a pas comme clé, en fait, de travail avec la famille qui a un contexte particulier, en fait. Il y a la question, c'est simple, mais de la valise, en fait, vous voyez, des habits pour partir. Donc, il y a tout ça. Il y a les inégalités culturelles, il y a la question de l'alimentation, il y a la question de la culture, de la famille. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine, mais qui se tisse au regard des alliances éducatives qu'on va trouver autour de l'enfant, en fait. Et c'est un travail qui est très, très important. Les inégalités, c'est aussi... moi, j'ai 2 enfants, j'en ai une, elle est partie 3 fois, et mon fils, il n'est jamais parti, parce qu'il n'est pas tombé avec les enseignants volontaires. Donc, on disait tout à l'heure, les inégalités, c'est aussi faire en sorte que toute une... C'était l'exemple de Yasmine à Bagneux. Eux, ils ont choisi, tout le monde part une même année, donc tout le monde y a droit, quoi, en fait. Donc ils sont traités de différentes manières. Et ensuite, la chance que le levier qui est énorme sur les classes de découverte, c'est que quand même presque tous les enfants sont scolarisés. Donc quand on fait partir toute une catégorie d'âge, tout le monde y va. La colonie de vacances... là, on a des inégalités qui sont beaucoup plus criantes, énormes, puisque là, on va retrouver d'autres difficultés. Donc, il y a une inégalité d'accès financière, mais culturelle. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer, cette difficulté-là. Et je crois qu'on peut travailler qu'avec l'ensemble des acteurs éducatifs pour lever ces freins. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça a répondu un peu plus, peut-être c'était un peu consensuel ce que j'ai dit, mais voilà. Ah. Allez, on change de couleur. Oui, non, je voulais juste aussi ajouter quelque chose à ce que vous dites, parce que je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on entend souvent notre pays manque de cohésion et il y a des phénomènes de communautarisme inquiétants, etc. Peut-être que le gouvernement avait voulu réinventer l'eau chaude avec le SNU. Alors que voilà, les classes de découverte, c'est quand même quelque chose d'efficace, d'éprouvé. Et donc, je pense qu'on est tous ici partisans du fait qu'il faudrait mieux soutenir ce type de dispositif, y compris de partir le plus tôt possible dans l'enfance. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce qui a été répondu là-dessus. Alors, il y a peut-être plusieurs dimensions. Il y a la dimension de comment aider à ce que toutes les familles, que personne ne se sente exclu. Donc, l'aspect financier, il y a même des villes qui arrivent à faire la gratuité sur les classes de découverte. Bon, c'est assez rare, mais il y en a quelques-unes. Mais la plupart qui sont investies, elles le font de toute façon avec le quotient familial. Et donc, c'est des montants extrêmement bas pour les plus petits quotients. Et donc, normalement, il n'y a pas d'obstacle. Moi, j'ai aussi en tête des réseaux de parents quand c'est des séjours à la neige qui font de l'entraide pour se prêter les équipements de ski. Ça crée aussi quelque chose
voilà, vraiment de très positif entre les familles. Et puis, parce que je crois que c'était un peu votre question, dans le séjour lui-même, il y a comment chaque enfant peut peut-être un peu plus se dévoiler ou en tout cas se révéler plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et moi, j'ai en tête quelque chose qui m'a profondément marqué où je me suis aperçue à la restitution de cette classe de découverte que justement, il y avait des enfants dont les enseignants me disaient que peut-être dans la classe, ils étaient un petit peu... comment dire, ils ne se sentaient pas trop capables de certaines choses et là qui se sont éclatés, passez-moi l'expression, sur ce que je vais vous raconter, c'est qu'il y a aussi la question de la restitution de la classe de découverte et de rendre les enfants acteurs de ça, parce que c'est très important vis-à-vis de leurs parents et aussi parce que ça les marque, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, etc. Et donc j'ai en tête une année, j'avais assisté à une restitution, donc ils avaient fait comme un petit documentaire. J'en étais vraiment bluffée, fabriqué par les élèves, évidemment avec l'aide un peu des enseignants, qui avaient pu avoir par l'inspection un petit peu de matériel, une petite caméra, des petites tablettes, etc. Et donc c'est les élèves qui, tout au long de la classe de découverte, avaient fait un peu les reporters. Ils avaient interviewé le moniteur de ski et même le cuistot, celui qui faisait la plonge, évidemment leurs enseignants, les animateurs qu'on appelle convoyeurs, qui sont dans le car mais qui ne restent pas... Enfin, et c'était vraiment d'une qualité incroyable. Et tous les enfants avaient participé. Et il y avait une sorte de plateau télé entre chaque séquence. Il y a les enfants qui présentaient en disant maintenant, on va vous présenter. Et je voyais bien que voilà, l'enseignant, de manière intelligente, avait permis à des enfants qui, des fois, qui ont un peu de la tchatch, mais qui, sur le côté scolaire, sont parfois un petit peu en retrait. Et voilà, qui là, c'était... mais du coup, avaient acquis de la rigueur, du travail collectif. Et... moi, ça m'a vraiment très, très émue. Et je trouve que, juste pour terminer sur ce que vous dites, il ne faut pas tout ficeler et laisser... le moment de la classe de découverte, c'est aussi un moment merveilleux où il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. Et autant de la part de l'enseignant que de la part des enfants. Et c'est cette alchimie que même dans une classe dehors ponctuelle, on ne peut pas complètement retrouver. On peut trouver aussi, mais voilà, la question de la durée est extrêmement importante. Oui, je devine vos propos par rapport à l'échec scolaire et la situation de réussite, c'est ça? Attendez. Ça sera J'ai mieux, déjà ouais. vu Merci. plusieurs fois des gosses qui étaient en échec scolaire. Mais pourquoi? Parce que le système éducatif n'était pas adapté, était triste, leur donnait pas envie d'apprendre et de découvrir et de chercher par eux-mêmes, et qui dans les classes de découverte se révélaient, s'épanouissaient, et à la limite, ils étaient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus participatifs que le bon élève qui était habitué à faire tous ses devoirs et apprendre toutes ses leçons. Et c'est pour ces raisons de plus de l'intérêt des classes de découverte aussi. Hein. Oui, ça, je pense qu'on en est tous d'accord. Pour faire un petit peu le lien aussi en ce que vous disiez, et on essayait de voir aussi l'articulation classe de découverte, classe dehors, comment l'un peut servir aussi à l'autre. Ces choses-là, de permettre à des élèves de se découvrir, des fois, si on ne peut pas avoir une classe de découverte, il ne faut pas attendre que, si c'est que les CM1 qui partent, d'être en CM1. C'est-à-dire que l'enseignant de CE1, il peut faire classe dehors et permettre justement à des enfants de se découvrir en changeant le lieu, en changeant le contexte, et l'enseignant, lui, en changeant de regard, il permet de révéler ces choses-là. Et sur l'aspect des inégalités, je pense aussi que des fois, on oublie que même la classe dehors, ça génère des inégalités ou des fois des incompréhensions. Il y a 2 ans, à classe dehors à Poitiers, il y avait une collègue qui avait travaillé avec les élus de la ville de Poitiers, parce que quand les enfants allaient dehors, en classe dehors, certains, ils ne voulaient pas, ou les parents non plus, c'est parce qu'ils revenaient sales. Et que certains, quand ils sont sales, ou les enfants, ou les parents,
Et ben, si le lendemain, ils ont que le même t-shirt ou le même pantalon à se remettre, ben, ils n'ont pas envie de se salir parce qu'ils savent que le lendemain, ils auront le même à remettre. Donc il y a des enfants qui n'osaient pas faire ça, ou des parents qui étaient réticents parce que disaient, bon, c'est pas grave de se salir. Ben, c'est pas grave de se salir si on a les moyens de laver le linge le soir ou d'en avoir d'autres, ou c'est pas grave d'aller dans l'eau si on a les moyens d'avoir des bottes. Et donc du coup, eh bien, la collectivité avait doté des salopettes aux enfants pour quand ils faisaient classe dehors, comme ça ils pouvaient se recouvrir de leurs vêtements, et ce n'était pas à la charge des enfants ni des parents, cet aspect-là. Donc il y a plein des fois de petits exemples comme ça que l'on a, qui permet de franchir le pas. Et donc, pour peut-être, je ne sais pas si c'est conclure, mais au moins redire que il n'y a pas besoin d'attendre une classe de découverte pour faire classe dehors, et ce n'est pas parce qu'on fait classe dehors qu'il faut s'empêcher non plus de développer un projet de classe de découverte dans sa classe. On va être dans les dernières prises de parole. Je vais faire une question courte. C'était juste pour savoir, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais donc du coup, je voulais savoir si les classes dehors aussi touchaient les communes rurales et notamment les petits villages, parce qu'on a beaucoup parlé des quartiers QPV, mais moi j'ai suivi une classe dehors là, dans une petite commune en Bretagne. Et l'instit était de plus en plus choqué sur le fait que ses premières années de maternelle, elle avait des enfants qui arrivaient qui ne savaient pas marcher parce que trimballaient tout le temps en poussette, etc., chose qu'elle ne voyait pas avant. Et donc, du coup, je me posais la question, voilà, il y a aussi un enjeu éducatif, l'enjeu éducatif est partout, mais y compris en milieu rural, et je voulais savoir comment font les petites communes. Yasmine Boudjena parlait des questions de moyens, etc., donc dans les communes rurales, comment ça peut se passer ? Merci. Je pense que pour l'instant, la classe dehors, elle est beaucoup à l'initiative des enseignants et franchement, elle se développe en rural et en urbain. Parfois, on focalise à classe de découverte, vous étiez, pardon, d'accord. Alors là, c'est aussi extrêmement varié puisque ça vraiment dépend beaucoup d'initiatives de l'enseignant et c'est autant développé. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Non, je crois pas que c'est criant en tout cas. Ça, moi, ça me revient pas comme élément. Dans ce qui a été dit, là, on a terminé par la réussite éducative des enfants. En fait, c'est ça qui se cache derrière. Et comment on mobilise, on fait l'expérience des savoirs autrement. C'est aussi ces enjeux-là, que ce soit sur la classe dehors ou sur la classe de découverte. En conclusion, on pourrait dire qu'ils s'épaulent mutuellement et que l'enjeu... il est vraiment important pour mobiliser les savoirs, développer des compétences psychosociales, s'approprier des démarches scientifiques à travers le rapport à l'environnement et faire en sorte que les territoires soient apprenants, qu'ils soient en rural ou en urbain. Je le disais en ouverture de ces rencontres, l'art, la culture, la nature, l'environnement, ce sont des ressources inépuisables en fait. Et il faut vraiment c'est Philippe Mérieux qui disait ça dans une de ses conférences. J'avais retenu ça. Ce sont des ressources inépuisables qu'on peut mobiliser sur les classes de découverte et sur les classes dehors. Je vous remercie d'être restés avec nous. Merci aux intervenants d'avoir pris ce temps-là et bonne soirée à vous.